Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission, Le Dossier. Eh bien, pour cette semaine et pour ce numéro, nous allons parler de la révision constitutionnelle. Nous allons parler aussi du SMIC. Nous allons dire quelque chose sur le SMIC, mais aussi sur l'impact de la présence des immigrés en provenance des États-Unis en République démocratique du Congo. Ça fait beaucoup, mais c'est ça les dossiers. Pour analyser tout cela, nous sommes ici avec celui que nous appelons Cerveau. C'est Patrick Mpiana. Bonjour. Bonjour, cher ami Émile. Tout va bien. Nous nous battons pour que tout puisse bien se réaliser, que tout puisse bien marcher. Très bien. Depuis un moment donné, on parle de la révision constitutionnelle du côté des politiques et autres, mais nous allons l'aborder de façon sur le plan économique, tout ce que ça peut nous amener. Est-ce que la révision constitutionnelle aujourd'hui en République démocratique du Congo peut être à l'ordre du jour? Bon, je pense que lorsque nous voulons parler économie, il faudra que nous puissions associer en ce qui concerne la révision constitutionnelle ou réforme constitutionnelle, parce qu'on peut partir de la révision, ou soit on peut, en tenant compte de l'article 5 de notre Constitution, très bien, consulter le peuple pour que nous puissions avoir un nouveau texte, et c'est chose qui va nous balancer vers la 4e République. Alors, sur le plan économique, au regard de la Constitution actuelle, moi je me dis que déjà le modèle économique que présente la Constitution d'aujourd'hui ne peut pas permettre à la République démocratique du Congo de connaître d'atteindre le potentiel de son développement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, si vous le regardez, déjà dès le départ, un des concepteurs de cette République, parce que cette République a été façonnée dans sa vision actuelle, par les gens qui se sont réunis en conférence de Berlin en 1885. Et bien avant tous ces gens-là, il y avait des explorateurs. Et un des explorateurs a dit que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ou un peso. Donc ça voudrait dire tout simplement, le monsieur a vu l'angle de la connectivité sur le plan mouvement des biens et services. Donc c'est pour dire que si et seulement si on doit songer à faire avancer la République démocratique du Congo, atteindre son potentiel de développement, il faudra que nous puissions réserver un quota pour ce qu'on appelle les investissements. Bien que le Congo présentement a besoin des investissements directs étrangers pour développer le pays, mais outre les investissements directs étrangers, il y a aussi, dans le cadre des partenariats publics, les étrangers peuvent venir, les nationaux peuvent s'associer, mais quid du quote-part étatique? Lorsqu'il y a un projet en termes de partenariat public-privé, vous verrez qu'on vous dira quelque part, non, lorsqu'on a construit le stade de Martyrs, les Chinois ont rempli toutes les conditions. Ce qui reste, c'était la partie congolaise. Moi, j'ai assisté au premier match dans ces stades en 1993, lorsqu'il y avait une équipe Saint-Étienne ici qui s'est entraînée avec l'équipe de Léopard. L'équipe Saint-Étienne, c'était une équipe de la commune de Kinshasa ou Barumbu, gérée par M. Kabangu, qu'on appelait Pimps et Papé. Et je crois que je suis parmi les premiers visiteurs de ces stades. Et depuis lors, on nous avait parlé de la salle Omnisport. Jusqu'à ces jours, cette salle ne vient toujours pas. Mais avec l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un autre édifice qui est en train d'être construit. On applaudit, mais on doit se poser des questions pendant tous ces temps-là. Pourquoi ça n'arrivait pas? Ça n'arrivait pas parce que les moyens ne sont pas disponibles par le fait de l'organisation structurelle de notre pays en termes de modèle économique. Et ces modèles économiques se retrouvent dans notre Constitution. Très bien. Donc si je vous comprends très bien, la révision constitutionnelle est à l'ordre du jour. Révision ou changement, ou réforme. Oui, parlons des réformes constitutionnelles. Voilà. Ça doit être à l'ordre du jour si nous voulons avoir un État qui doit avoir la volonté de puissance. Parce que si vous regardez déjà notre Constitution, nous sommes un pays qui a 27 gouvernements, dont 26 gouvernements provinciaux. Et dans chaque équipe gouvernementale, il y a à peu près 35 ou 37 individus qui accompagnent, il y a au moins 10 ministres, et dans chaque
ministère, il y a au moins 35 ou 37 personnes qui accompagnent ces ministres-là. Lorsque vous multipliez par 26, vous allez vous-même trouver les chiffres. Et lorsque vous allez évaluer tout ce qui vaut comme frais de fonctionnement, nous sommes un pays qui a 27 parlements, dont 26 parlements provinciaux. Et si et seulement si on doit analyser ces parlements-là en termes d'efficacité marginale de production, vous verrez que c'est faible, raison pour laquelle la plupart des députés provinciaux sont transactionnels. Ils sont transactionnels sur base de quoi? Sur base de ce que alloue l'État pour réaliser les travaux d'intérêt public. Donc c'est pour dire qu'il faut refonder la forme de l'État. Et moi je pense, pour refonder la forme de l'État, on doit se baser sur le présidentialisme, parce que le peuple ne croit même pas au Premier ministre, mais le peuple, s'il y a des questions à poser, le peuple se réfère au président de la République, alors que c'est le président de la République, bien qu'il redevable de la vie du peuple, mais ce n'est pas lui qui est l'artisan du développement, tenant compte de ce que réservent les textes. Ça, c'est un élément capital. Donc, il faudra que nous puissions aller vers le présidentialisme. C'est ce qui convient pour nous. Et la forme de l'État doit être un État déconcentré. Pourquoi déconcentré? Il faut permettre au président de la République de nommer les gouverneurs, de mettre fin à ces histoires de gouvernement provincial, et chaque gouverneur doit avoir des conseillers bien limités pour que le travail de l'État soit vraiment soutenu à l'intérieur du pays par l'administration publique et que les fonctionnaires de l'État puissent jouer leur rôle. Et en ce moment-là, on va faire des savings, on va faire des épargnes, et lesquelles épargnes aura maintenant des répercussions sur le budget d'investissement. Je crois que, cher Émile, si vous observez le budget de l'État, vous verrez que c'est 55% de notre budget qu'on affecte dans la rémunération, dans ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Et dans les frais de fonctionnement, il y a cet aspect rémunération, il y a cet aspect organisation, achat de carburant et consommation, c'est à peu près 55%. Et aujourd'hui, pour faire face à la réalité que nous sommes un pays continent avec 9 provinces, le budget de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'aspect militaire, nous sommes tout autour aujourd'hui de 10 à 15 ou 20% du budget national. Donc si vous prenez les 55, vous ajoutez le 20% de ce qui est prévu pour les forces armées, nous sommes déjà tout autour de 75%. Quand est-ce qu'on va parler investissement? Quand est-ce qu'on va créer des conditions qui permettra que l'économie puisse fonctionner correctement? Et tout ça, c'est à cause de la Constitution. Oui, c'est prévu dans la Constitution pour que nous puissions avoir cette administration qui est lourde, avec des mécanismes qui ne permettent pas qu'on puisse sanctionner correctement des mauvais gestionnaires. Je peux te parler de la ville-province de Kinshasa. Si vous observez la ville-province de Kinshasa, je crois que chaque gouverneur vient avec un slogan. Mais au finish de son mandat, ce n'est qu'Ngobila qui a reconnu que Kinshasa est la saleté. Donc ce n'est que lui qui a au moins cette conscience-là de reconnaître. Mais si nous prenons l'actuel gouverneur, vous allez voir que depuis qu'il nous a promis que Kinshasa est Kobo, mais nous sommes à 2 ans de la fin de son mandat. Je peux vous dire qu'on peut construire des routes et des routes, mais les problèmes liés à l'insalubrité, on n'arrive pas à les résoudre parce que Kinshasa, pour Kebonga, il n'y a pas que 2 routes. Mais notre ville donne l'aspect d'une ville archaïque, alors que Kinshasa ne date que des années 54. Donc comprenez que, au regard de tout ça, les chefs de l'État a posé un diagnostic par rapport à la gestion de cette ville, mais vous allez vous rendre par la suite que les députés provinciaux n'arrivent pas à faire partir ces gouverneurs. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est député provincial et qu'on se bat pour avoir le mandat, on a engagé ses propres moyens. Dans un premier temps, on dit que pour se faire rembourser, nous savons comment ça se passe. Je dois vendre le mandat auprès de celui qui est candidat sénateur. Ce sont des habitudes que même le professeur Mabi Moulumba a dénoncées. Je crois qu'Ofi Olomide, le grand Mopa, l'a aussi dénoncé. Et je pense que ces habitudes relèvent de la corruption. Or, la corruption avilit l'homme
et la corruption détruit une société. Donc déjà, lorsque vous avez un sénateur ou un gouverneur qui est là sur base de la corruption, et que font la plupart de ces gouverneurs, une fois élus, il s'est dit, les députés qui m'ont élu, ils créent maintenant une dynamique. Et cette dynamique ferait qu'on va créer une situation perpétuelle qui ferait que ces gens-là seront rémunérés autrement, mais ce n'est pas par la poche propre du gouverneur, ce qui est d'abord interdit, mais ils seraient rémunérés par les fonds de la ville. Au moment où nous parlons, je crois que moi j'ai acheté, j'ai payé ce qu'on appelle, je suis allé faire checker mon véhicule pour le contrôle technique. J'ai payé $70 pour 6 mois. Et d'ici le mois de juillet, je dois encore payer $70. Mais ça fait pratiquement 4 mois que depuis qu'on a ces documents. Mais jusque-là, même au niveau de l'Assemblée provinciale, on ne sait pas nous dire réellement combien Kinshasa a collecté combien. Quels sont les objectifs? Et le chef de l'État est incapable, par de manière réglementaire, de faire tomber ses gouverneurs. Il a émis la critique, mais il est incapable. Et néanmoins, les députés provinciaux qui sont noués et liés par cette gestion macabre ne peuvent pas le faire tomber. C'est ainsi que je dis que pour moi, la forme de l'État doit être vraiment liée par le fait que c'est le président de la République qui doit commencer à nommer tous ses gouverneurs. Très bien. Et le faire partir dès qu'il y a des nungu-nungu, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on sent que l'homme qui gère est incapable. Parce que gérer une ville comme Kinshasa, il faut être doublement intelligent. Il faut avoir l'intelligence stratégique et avoir aussi l'intelligence opérationnelle. On va développer cela. Mais alors, s'il faut revoir, c'est-à-dire dans le réforme constitutionnelle, quels sont les secteurs qui doivent être prioritaires? Bon, moi je pense que j'ai posé déjà le go. Oui. Pour que nous puissions fixer les secteurs qui sont prioritaires, j'aimerais vraiment rester dans ma vision d'économiste. Et je voudrais, c'est que j'ai vu par exemple le professeur Mbala initier une activité au sein de l'Union Sacrée pour que les gens puissent apporter les know-how nécessaires permettant qu'ils puissent élaborer un document commun permettant au président de la République de réfléchir quant au secteur analysé sur le plan constitutionnel. Et quant à moi, je dis qu'il faudra que les économistes, les érudits, les gens qui réfléchissent mieux en sciences économiques puissent essayer de mettre en place un modèle économique qui permettra que nous puissions atteindre notre développement. Mais ces modèles économiques que nous voulons mettre en place, il faut qu'on les soumette aussi aux gens qui vont élaborer, à la commission qui va écrire cette constitution, pour que la syntaxe soit orientée dans le sens d'amener le peuple vers son développement. On a des États tels que le Brésil. Si vous arrivez au Brésil, vous allez comprendre que la vie publique est organisée pour permettre à ce que ces pays-là soient de plus en plus industrialisés. Et aujourd'hui, le Brésil se positionne comme étant les greniers du monde. Lorsque vous regardez même la globe terrestre, vous allez vous rendre compte que nous sommes vraiment proches du Brésil. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que lorsqu'on doit reconstituer la terre dans la vision de Gondwana, vous allez vous rendre compte que nous sommes le même peuple, au fait. Et ils sont clairs, nous sommes noirs, mais nous sommes le même peuple parce que nous partageons la même forêt. Donc, c'est-à-dire que la dynamique qui ferait que le Brésil puisse connaître son développement doit être la même dynamique qui doit être implémentée chez nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Constitution de 2006? On est allé nous chercher la Constitution de la France de la 4e République, une Constitution qui a été rejetée par les Français 14 ans après, qu'on nous apporte ça. Mais soutenue par beaucoup de Congolais. Non, effectivement, la vie d'un État ne doit pas demeurer statique. Parce que c'était passé par référendum, vous vous en rappelez quand même. Souvenez-vous que par référendum, moi, UDPS, je n'avais pas voté. Moi, UDPS, je n'avais pas voté parce que déjà les visionnaires du parti à cette époque-là, Etienne Tshisekedi, avaient dit non.
Et même le professeur Bouchab, si vous lisez son livre, il a dit qu'une société ne peut pas demeurer statique. La société est dynamique. Il faut savoir analyser les dynamiques, la dynamique qui fonde une société, et entre autres, il y a l'économie. Et au moment où nous parlons, nous sommes un pays où il y a déjà les effets de l'obito qui commencent à se faire sentir. Et bientôt, le ministère des Mines va mettre en place une police des mines avec le recrutement de 20 000 éléments pour assurer et protéger les zones minières. C'est-à-dire que comme cette dynamique change, il faudra que nous puissions aussi nous adapter par rapport à cette évolution. Lorsque l'ancienne dynamique qui était celle des belligérants, le Congo était divisé en autant de parties, mais nous avions remarqué que malgré ces textes-là, la sécurité ne vient toujours pas, parce qu'il y a plusieurs centres de commandement. Vous verrez qu'il y a des gens, depuis des temps passés, préfèrent toujours rester dans la partie Est, parce qu'ils considèrent que de Kalemi ou de Tanganyika jusqu'à Nituri, c'est une zone tampon. C'est ça déjà dans leur esprit. Et si vous visitez même la grande société, la grande entreprise de distribution, de services et de distribution de pétrole, vous verrez que CEP n'évolue pas dans cette partie. Ça fait plus de 20 ans. Et dans tout ça, on ne le dit pas. Et nous voulons maintenant avoir un État où le pouvoir public doit être régalien dans les 2 432 410 km². Nous voulons avoir cette république-là et cela doit passer par une constitution qui nous positionne comme étant un État puissant. Très bien. Alors, M. Mpiana, est-ce que le Congolais est sensibilisé et comprend quand même tout ce dont vous êtes en train de parler en parlant de réforme de la Constitution? Je crois que, étant que citoyen congolais... Ou on est limité seulement sur la politique? Non, étant que citoyen congolais, étant qu'économiste, je dirais d'abord aux Congolais que la Constitution, ce n'est pas l'apanage tout simplement des juristes ni des politologues. C'est l'apanage de tout le monde. Pourquoi? La Constitution doit avoir l'esprit et l'âme de la République. Là, il faudra que nous puissions questionner aussi nos ancêtres. Nous puissions questionner nos aînés. Qu'est-ce qu'ils pensent de la République démocratique de demain? De la République démocratique du Congo de demain. Parce que, souvenez-vous, en 1997, lorsqu'il s'apprêtait pour mourir, le président français François Mitterrand, il parlait déjà de la France de 2014. Alors que lui mourait quelques années après parce qu'il était déjà malade, il savait qu'il allait mourir, il avait les diagnostics de ses médecins. C'est pour vous dire que lorsque Mitterrand parlait de la France de 2014, mais de l'autre côté, au Zaïre, il y a un dirigeant qui disait qu'après moi, c'est les déluges. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que nous puissions rentrer vers les aïeux, leur poser la question pour donner à cette constitution-là l'esprit congolais. Et deuxièmement, lorsque les Congolais disent que chef de l'État est l'Abissoli Kambo, mais il y a un problème anthropologique. L'anthropologie voudra que nous puissions avoir un chef d'État qui doit régner, qui doit être fort, qui doit être responsable vis-à-vis du peuple. Parce que lorsqu'il y a Marma ici, on ne se réfère même pas à une première ministre ou à un premier ministre. On se réfère directement au chef de l'État pour dire que tel Absoli Kambo, à la limite, on cite le nom de sa femme, Maman Denise, il y a au côté de l'Absoli Kambo, Bazo Bomabiso. Donc, parce qu'on sait que l'homme écoute bien sa femme et automatique. Donc, c'est pour vous dire que sur le plan anthropologique, il y a déjà ces débats-là et les anthropologues doivent se mettre en harmonie avec cette commission qui doit élaborer la Constitution. Sur le plan économique, je l'ai dit, c'est dans la Constitution qu'on trouve le modèle économique d'un pays. Je peux te parler par exemple de la Constitution des États-Unis. Vous verrez que la Constitution des États-Unis est orientée de telle sorte que le système capitaliste puisse demeurer et puisse s'imposer dans le monde. Bien qu'à un certain moment, les laisser faire, les laisser agir, il y a l'interventionnisme du gouvernement, mais ce n'est que pour propulser le système capitaliste où on s'est dit que soit on agit du côté de l'offre,
On a vu lorsqu'il y avait des problèmes au niveau de l'État de Détroit, lorsque la crise des sublimes avait frappé les États-Unis en 2008, lorsque Barack Obama est arrivé, il a soutenu l'entreprise Ford ainsi que les autres entreprises pour relancer l'automobile, les secteurs automobiles. Et à la limite, à un certain moment, lorsqu'il y avait Covid-19, tous ces gens-là qui étaient restés à la maison, ils étaient payés par le gouvernement américain parce qu'on devait soutenir la demande. Donc c'est pour vous dire que c'est par notre constitution que le modèle de développement doit d'abord commencer par là. Très bien. Alors, pour terminer, parce que nous devons parler d'autres choses, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'hésitation ou encore beaucoup d'opposition qui se soulèvent contre la révision de cette constitution que nous avons aujourd'hui? Alors, raison pour laquelle moi je ne veux pas parler de la révision, c'est pour donner la chance à tout le monde. Parce que pour eux, ils se disent que s'il y a révision, s'il y a modification, Félix-Antoine Tshisekedi demeure, il ne va pas partir. Non. Moi, j'aimerais qu'on parle des changements. Ceux-là qui seront capables de challenger avec Félix-Antoine Tshisekedi, que moi j'ai dit à Zananou, doivent venir participer aux élections, être candidats pour un premier mandat de la 4e République. Donc, ne parlons pas du 3e mandat parce qu'il n'y aura pas de 3e mandat, mais s'il y aura un mandat pour Félix-Antoine Tshisekedi, ça sera le premier mandat pour la 4e République. Alors, voilà. Si vous êtes fort, vous êtes candidat, vous êtes politique, venez. Nous sommes là, nous allons soutenir Félix-Antoine Tshisekedi au vu des résultats, là où nous étions, gérés par les Rwandais, et aujourd'hui, nous pensons qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes en train de récupérer notre souveraineté. Très bien. Jean-Claude Katinde a dit que le 3e mandat est périmé. Qu'est-ce que vous pouvez résumer en parlant de réforme constitutionnelle pour qu'on puisse parler d'autres choses? Un peu de mots. Bon, le résumé est que la réforme constitutionnelle doit nous amener vers le développement, c'est-à-dire accorder beaucoup plus les moyens pour l'investissement, parce que si on regarde le produit intérieur brut, même par son aspect de la demande, il y a la consommation des ménages, la consommation gouvernementale, il y a les investissements et il y a la balance commerciale et la balance des paiements. Mais vous allez vous rendre compte que les dépenses qui sont orientées ne favorisent pas la croissance. Pour qu'il y ait croissance, il faudra que croissance pérenne. Je dis bien, il faudra que nous puissions dégager beaucoup plus de moyens pour l'investissement. Donc, raison pour laquelle, pour moi, il faudra que les économistes se mettent ensemble pour réfléchir, fixer un modèle de développement pour notre pays. Et c'est sur base de ces modèles de développement que les anthropologues, les juristes, le politologue et contrôle mettront en place la bonne syntaxe que nous allons appeler constitution pour le développement de notre pays. Très bien. Nous sommes en train de parler de réformes constitutionnelles, mais il se pose aussi un problème depuis un moment donné en République démocratique du Congo. Monsieur Mpiana, le SMIC actuel qui est mis en vigueur en RDC se situe à quel taux? Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne connais pas réellement le taux présent parce que je me dis que le SMIC en question, c'est pour favoriser la pauvreté. Encore? Oui, ça favorise la pauvreté parce que lorsque vous voulez connaître la croissance économique d'un pays, on fait la comparaison de produit intérieur brut d'une année à l'autre. Or, dans une autre approche des calculs de produit intérieur brut, il y a aussi la rémunération qui intervient. Et lorsque la rémunération intervient, quelle rémunération voulons-nous accorder à notre peuple? Une rémunération de pauvre ou une rémunération qui favorise la consommation? Et raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, vous allez même observer sur la chaussée, il y a moins de militaires que nous appelons blessés de guerre. Parce qu'ils étaient habitués à quémander de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré la rémunération des militaires et les blessés de guerre ne sont pas oubliés parce qu'ils sont listés. Donc c'est pour vous dire que déjà aujourd'hui, un militaire, avec le peu qu'il gagne, pour moi ce n'est pas suffisant, le peu qu'il gagne, mais il est positionné dans une courbe de l'indifférence. Là c'est vraiment la microéconomie qui est meilleure par rapport à ce qu'il avait il y a 10 ans. Donc c'est pour dire que lorsque vous parlez de ces SMIC, moi, je dis que s'il faut partir de ces SMIC, on doit se poser des questions. Est-ce que le SMIC, avec le coût de loyer aujourd'hui,
ces gens-là seront capables de payer leur loyer? Moi, je dis non. Parce qu'il faut réfléchir autrement. C'est pourquoi, moi, je n'ai jamais été d'accord lorsque la CNSS investit des millions d'argent pour acheter des avions pour Air Congo. Je me dis qu'il y a Njili Brasserie, il y a Bongafula. Est-ce qu'on ne peut pas relancer le projet ONEL? Parce que c'est par le projet ONEL que nous pouvons réduire un élément important qui crée l'inflation dans nos poches, le loyer. Est-ce qu'on ne peut pas relancer ça? Et si on relance ça et qu'aujourd'hui, par le leasing, les gens savent trouver des maisons à des coûts raisonnables, même à payer pendant 20, 25 ou 30 ans, je pense que tous ces gens-là qui construisent des bâtiments où la moyenne, si vous dépassez la commune de Limité jusqu'à Gombe, la moyenne des prix d'un appartement de 2 chambres, 2 toilettes et consorts, aujourd'hui c'est à $1000. Ah ouais. Alors lorsque vous prenez ces $1000, vous divisez par 22 jours de travail, parce que le samedi on ne travaille pas, donc on est autour de $45 le jour. Prenez maintenant votre SMIC, vous l'alignez avec une moyenne de $45 le jour. On est à quel niveau? On est à quel gap? Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc j'aimerais qu'on soit pragmatique par notre façon de réfléchir. Vous comprenez? Or, si on revient dans le premier sujet, vous verrez que lorsqu'il y a beaucoup plus d'argent sur l'investissement, je te donne un cas, j'ai aimé lorsqu'on a parlé de cette histoire des Eurobonds. Malheureusement, je ne suis pas passé ici, auprès de l'ECOFIN, où on pouvait même parler en profondeur de cette histoire de l'Eurobond, expliquer pourquoi les on peut toujours y revenir. De 8,5, oui, je suis vraiment de 8,5 et 9,75, expliquer pourquoi et quelle est notre responsabilité tant que peuple par rapport à tous ces taux. Et on pouvait parler de ça. Mais si vous prenez cette histoire, lorsque j'ai suivi le ministre des Finances, M. Doudou Famba, il dira non, on a targeté 3 projets. Il y a d'abord la route qui part d'Indou-Bangassou dans la République centrafricaine, qui passe par Bondo. Bondo, c'est dans le Bas-Ouélé. Après Bondo, vous avez la ville de Bouta. Bouta, vous arrivez vers Banalia, chez les Ngelema. Vous traversez Banalia pour arriver chez les Manga. Et des Manga, vous arrivez à Kisangani. Kisangani, vous prenez la route jusqu'à atteindre l'Ouganda. C'est 1507 km, mais c'est un coup de chapeau. Et au regard de ces taux d'intérêt, lorsque je serai en mesure, si une fois vous m'invitez, je vais faire des démonstrations en mathématiques financières pour que nous puissions montrer au peuple ce qu'il va gagner la République. Ça, pour 1507 km, mettant l'interconnexion entre l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine qui est vraiment enclavée. Donc déjà par les importations de la République centrafricaine qui passerait, qui peut venir, si ça vient de l'océan Indien, ça doit passer par l'Ouganda, ça passe par chez nous. Je t'informe que les 367 km de Kinshasa-Matadi produisaient déjà en 2018 quelque chose comme 40 ou 50 millions. Et vous voyez maintenant, le flotte aujourd'hui, lorsque vous prenez la nationale numéro 1, je crois que les recettes doivent être autour de 100 millions de dollars. On est en train de chuter là. Donc c'est pour vous dire que c'est déjà intéressant lorsqu'on met beaucoup plus l'argent sur l'investissement et ça sera le moteur de la croissance et ça ferait qu'on aura des SMIC intéressants pour que notre peuple puisse vivre aisément. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas si on est à 14 500 ou à 21 500. Ce sont des salaires de pauvres en fait. Ce n'est pas intéressant pour moi parce que là où moi j'ai eu à travailler, par exemple, là où j'avais mon dernier contrat chez Vodacom, les grosses packages que j'avais, ça dépassait déjà à peu près 35 000 $ l'année. Donc ce qui faisait la moyenne de plus ou moins 3 000 $ le mois, ça me permettrait de bien vivre. Nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez conclure je pense sur les SMIC? Non, je pense qu'il y avait un sujet sur les migrants. Voilà. Sur les migrants. Je pense que si... on y reviendra. Ok. La semaine prochaine. Je suis vraiment dispo pour qu'on en débatte. Ouais, comme ça, on aurait un peu plus de temps. On aurait un peu plus de temps sur ça. Pour permettre aux gens d'être vraiment
au point par rapport à ça et comprendre ce qui se passe. Et pour le SMIC, vous dites que ce n'est pas intéressant? Non, ce n'est pas intéressant. Je pense qu'on a encore un travail à faire, mais ce n'est pas tout simplement la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité de nous tous Congolais. Parce que si on améliore notre temps de travail et notre efficacité marginale, et vous verrez que nous gagnerons beaucoup plus de bons salaires et qui feront que notre pays sera toujours parmi les économies émergentes. Vous venez de suivre là, M. Mpiana, Patrick. On est à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Vraiment. Et soyez là. Je serai là. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on a fini. On se retrouve la semaine prochaine. Restez branchés sur les antennes d'Ecofin Télévision. À la prochaine.